où ces trajets maritimes sont ici présentés. Eh bien, autrefois, on passait par la terre, par les fameuses routes de la soie, ces routes commerciales terrestres qui vont partir principalement du Moyen-Orient pour s'étendre sur un réseau commercial terrestre qui va se développer sur près de 7000 km de long. On date l'origine du commerce des routes de la soie à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, après la période dite des Trois Royaumes qui va permettre d'unifier la Chine. Les marchands musulmans ils vont ainsi s'élancer sur un commerce. Pour faire un aller-retour, il fallait en moyenne 5 années pour que les marchands musulmans puissent rapporter de très précieuses marchandises. Alors vous avez l'appellation des routes de la soie, c'est la plus connue. On a également la route des porcelaines, la route des encens et aussi la route des épices. Alors vous aurez également les précieuses tissus indiens, les indiennes, la mousseline, le cachemire, la nacre, l'ivoire. Vous aurez également par exemple des pierres précieuses, des teintures aussi qui viendront de tout ce bassin extra-oriental et également d'Asie centrale. Ces marchandises, rapportées par les marchands musulmans à l'aube des croisades du Moyen-Âge, elles seront rapportées au cœur de l'Europe par les marchands italiens, vénitiens et génois, qui en envoyant des soldats combattre en Terre Sainte, ils vont lier des relations commerciales avec les marchands musulmans et ainsi acquérir le monopole de la revente de ces précieuses marchandises. Il n'y aura que eux qui pourront revendre ces marchandises au cœur des grandes capitales européennes. On connaît la richesse de la Sérénissime Venise, par exemple. Ainsi, ces marchandises vont entrer au cœur des grandes cours européennes, changeant radicalement les habitudes de vie des personnes de haute condition qui, elles seules, pourront s'acheter ces précieuses marchandises. Et parmi toutes les précieuses marchandises du bout du monde, c'était les épices les plus recherchées par rapport à leur saveur exotique, qui vont changer radicalement les habitudes culinaires des Européens, également en faisant des parfums, des décoctions parfumantes, mais aussi utilisées comme véritable monnaie. Alors vous aurez bien sûr la cannelle, le curcuma, cardamome, curry, vous aurez la noix de muscade, le clou de girofle, la badiane de l'archipel des Moluques, mais bien sûr vous aurez aussi le poivre noir de Malabar ou le poivre de Sichuan qui arrive au cœur de l'Europe, elle valait comme de l'or. 100 grammes de poivre valait 100 grammes d'or au cœur de l'Europe. C'est utilisé comme une valeur marchande, on pouvait lever des armées à l'aide du poivre comme acheter des terres. Alors, si bien qu'à cette époque-là, on pouvait payer avec des épices. Et le mot épice, du latin speces, va nous donner le mot espèce. À une époque, on payait en épices, aujourd'hui, on paye en espèces. C'est le même mot. Néanmoins, on n'allait pas payer une amende avec du poivre, aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais du moins, à une époque, le poivre vaut son pesant en or. D'accord ? Alors vous avez plein d'histoires autour des routes de la soie. Une des plus connues, c'est bien sûr au XIIIe siècle, avec Marco Polo, bien sûr, marchand italien, vénitien, qui va partir fin du XIIIe siècle, avec son oncle et son père sur les routes de la soie. Ils vont rentrer dans la cour du Grand Khan, qui règne sur l'empire mongol au nord de la Chine, beaucoup plus puissante que la Chine d'ailleurs, à ce moment-là, auprès de Kubilai Khan, descendant de Gengis Khan. Marco Polo fera un second voyage, où il va rester pendant près de 15 ans sur les routes de la soie. Il va y alors découvrir des territoires totalement inconnus auxquels les Européens n'ont absolument jamais foulé le sol. Et il rentrera de son voyage au bout de 15 ans à Venise, chargé d'or, de pierres précieuses, de porcelaine. Mais en 1299, pour l'anecdote, il va être enfermé dans une prison génoise, parce que les Vénitiens et les Génois, ils ne s'entendent pas très bien. Et dans cette prison, il va être partagé la cellule d'un certain Butticello, qui est un poète, et qui va commencer à écouter tout le précieux récit de Marco Polo. Il va commencer à le coucher sur le papier, ce qui donnera un livre, le livre des merveilles, le devisement du monde de Marco Polo. C'est un ouvrage qui va être copié dans toute l'Europe, enluminé par les moines, et ça va être l'ouvrage de référence quant à l'évocation du bout du monde de la Chine lointaine et des îles aux épices. Ça va être comme un manuel d'ethnographie, si vous voulez, que les Européens prendront comme véritable référence. Bonjour, monsieur Dames. Donc là, on est juste sur l'introduction pour resituer donc, le commerce des routes de la soie. Et donc cet ouvrage, il va être vraiment l'ouvrage de référence. Cependant, Marco Polo, il va faire quelques petites affabulations. Il dira notamment qu'en Chine, vous avez des diamants et des rubis qui poussent dans les arbres et qu'on peut cueillir comme des pommes. On sait bien que cette idée va énormément plaire aux Européens. Et bien évidemment aussi, il y aura l'évocation de créatures mythiques comme la licorne ou le griffon qui existeront bien en Chine selon Marco Polo. Et également dans les profondeurs de la Tartarie centrale, des marchands à tête de chien font du commerce d'esclaves, des croyances que les Européens penseront bien réelles. Pour vous donner un exemple, lorsque le premier navire français, l'Amphitrite, en 1700, reviendra de son voyage de Chine, il aura à son bord de longues défenses de narval. Vous savez, cet animal marin qui a une longue dent en ivoire. On pensera à cette époque-là que ce sont de véritables cornes de licorne.
et qu'on les inscrira ainsi dans les fameux cabinets de curiosité. Au musée de la chasse et de la nature à Paris, vous avez une tête de cheval en rond sur laquelle est plantée une défense de narval. Preuve donc que l'existence des licornes était bien réelle. Alors les routes de la soie vont être fortement perturbées par une date très importante qui va changer notre cours de l'histoire. En 1453, la prise de Constantinople, Byzance, Istanbul par les Ottomans, par Mehmed II, qui va asseoir sa domination sur la Turquie et fortement influencer le Moyen-Orient. Cette domination va rendre les routes de la soie beaucoup plus dangereuses, les taxes vont augmenter et donc les marchands musulmans vont s'y risquer de moins en moins. Et donc l'apport des précieuses marchandises auxquelles les Européens étaient maintenant bien accoutumés, eh bien elles vont également diminuer. Cette date qui va mettre, eh bien on va rentrer dans la Renaissance, va être également la porte ouverte pour deux puissances européennes qui étaient jalouses de la richesse des Italiens et celle des marchands musulmans. C'est bien sûr les puissances ibériques, l'Espagne et le Portugal, qui étaient jalouses finalement des autres puissances liées aux marchandises. Et au lieu de passer par la terre, elles vont passer par la mer. Et alors au XVe siècle, on vient juste d'admettre que la Terre est un globe, cependant on connaît très peu des frontières du monde connu. On pense que l'Afrique est un continent illimité, et on ne connaît pas les futures Amériques, et on a beaucoup d'imprécisions également sur les terres australes. Cependant, les Portugais, avides de conquêtes et de fortune, eh bien, ils vont ressortir déjà des savoirs antiques. Dès l'aube du XVe siècle, vous allez avoir des cartes, notamment du géographe antique Claude Ptolémée, du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui avait édifié des cartes, notamment de la mer de l'Inde, du golfe du Bengale et de la mer d'Oman, notamment grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand, qui était allé jusque dans le nord de l'Inde, dans l'Hindou-Kouch. Tous ces savoirs antiques qui vont ressortir subitement des placards de la chrétienté. Et alors, via l'aval du pape, eh bien, des expéditions vont commencer à arriver le long des côtes africaines, menées par Linfant, Henri le Navigateur, Linfant du Portugal. Ces expéditions elles vont commencer à se lancer tout le long des côtes africaines en faisant ce qu'on appelle du cabotage, des petites expéditions pour tracer les côtes de l'Afrique, en faisant des pillages, en nommant des caps, en faisant des esclaves, des massacres. Les Portugais vont ainsi commencer à s'aventurer. Ils vont passer le cap Bojador en 1434 et continuer ainsi à descendre tout le long du XVe siècle. Jusqu'en 1488, Bartholoméu Dias, capitaine portugais, va passer le cap de Bonne-Espérance. Il va trouver la pointe méridionale du continent africain, une chose que l'on pensait impossible alors 100 ans plus tôt. Ce cap, d'ailleurs, avant d'être nommé le cap du Bon Espoir de la route des Indes, sera nommé le cap des tempêtes. Parce que ce cap, généralement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut le passer avant la fin du mois de mars pour pouvoir bénéficier des vents de la mousson, des alizés qui vont pousser plus facilement notre navire dans l'océan Indien. Bartholoméu Dias, il ne savait pas cela. C'est le destin qui l'appelle finalement, un coup de chance, qui va lui permettre eh bien, d'avoir presque la main sur les précieuses marchandises. Cependant, son équipage, eh bien, il est proche de la mutinerie. Il faut qu'il ramène des marchandises, des preuves à Jean II du Portugal pour montrer que son voyage est un succès et est rentabilisé. Il va remonter jusqu'à Zanzibar. Et là, il fera un grand massacre, un grand pillage, ramenant du café, des esclaves et des épices, prouvant ainsi au Portugal, à Lisbonne, eh bien, que la route des Indes est possible par l'Est. 4 ans après Bartholoméu Dias, vous avez un autre capitaine qui veut s'élancer sur les mers. Toujours d'après le livre des merveilles de Marco Polo pour trouver la Chine et les épices. Ce capitaine, il prétend pouvoir faire la route vers le contournement du globe par l'ouest, selon les cartes de marins de tir. Ce capitaine, génois, va aller auprès de la couronne portugaise qui va complètement le rejeter. Pourquoi passer par l'est pourquoi passer par l'ouest alors que nous venons de découvrir une route possible par l'est? Il va aller auprès de la couronne castillane, Isabelle de Castille, qui finira par financer son expédition. En 1492, Christophe Colomb s'élancera de Cadiz pour arriver, vous connaissez bien l'histoire, au niveau des Antilles, où il va fonder San Salvador, persuadé d'être arrivé en Chine. À partir de là, eh bien, vous allez avoir le pape, Alexandre VI Borgia, qui voit qu'il y a eu une expédition portugaise et une expédition espagnole. Devant ça, eh bien, il a peur que ses enfants chéris, l'Espagne et le Portugal, fervents défenseurs du catholicisme en Europe, s'entre-déchirent pour la conquête du monde. Alors il va se jouer l'arbitre en faisant signer une bulle papale en 1494, 2 ans après Christophe Colomb, avec le traité de Tordesillas.
Ce traité, il est très important encore aujourd'hui sur notre géopolitique actuelle. Ce traité, eh bien, le pape, tout simplement, il va prendre la terre comme une pomme et la séparer en deux, donnant chaque partie à l'Espagne et au Portugal, ses enfants chéris. Ce traité, c'est une ligne imaginaire qui est située à 370 lieues du Cap-Vert, vous l'avez ici, qui est au niveau du Brésil. Alors beaucoup d'historiens pensent que les Portugais savaient qu'il y avait des terres ici et donc ils ont repoussé la limite pour pouvoir récupérer le Brésil, ce qui sera chose faite d'ailleurs. Et donc à partir du traité de Tordesillas, vous allez avoir toute terre passée au-delà de la limite sur l'ouest, seront nommées les Indes occidentales, elles seront octroyées à la couronne portugaise qui aura tout droit de conquête en plantant leur drapeau en disant cette terre est à nous, et également la mission de prosélytisme que va leur confier le pape, de conversion de tous les peuples autochtones découverts au catholicisme, que ce soit par la paix ou par la force. C'est les Espagnols. Ça va être l'Espagne, d'accord? Bon, après, pas tout à fait le cas plus tard, hein, mais ça va être les Indes occidentales que les Espagnols vont être les premiers à conquérir. Et de l'autre côté aussi? Alors non, justement, ça va être les Portugais. En plus du Brésil et de toute terre passée au-delà du Cap de Bonne-Espérance, elles seront nommées les Indes orientales et elles seront octroyées à la couronne portugaise avec les mêmes missions. Sauf qu'ici, vous avez des empires, des royaumes qui existent et la tâche, elle va être beaucoup plus ardue que les Européens ne se l'imaginaient. Sauf qu'à partir de là, vous voyez, l'échiquier commence à se mettre en place. Le monde est prêt à la conquête pour les Européens. Et à partir du traité de Tordesillas, du point de vue européen, vous avez l'Europe et le reste du monde, ce sont les Indes. Une appellation que l'on gardera notamment pour nommer les Indiens d'Amérique. Une appellation qui est totalement fausse et artificielle, créée de toutes pièces par les Européens. Alors à partir de là, eh bien, 9 ans après Bartolomé Dias, comme prévu finalement, ce sera un autre capitaine qui va s'élancer sur les mers en 1497, Vasco de Gama, qui s'élancera avec 4 navires, accompagné de Bartolomé Dias qui fera demi-tour, passer le Cap pour laisser toute la gloire à Vasco de Gama, qui arrivera en Inde à Calicut en 1498. Son premier voyage n'est pas un succès, il le fera un second en 1500 avec cette fois-ci 20 navires qui partiront et ce seront de plus en plus de navires portugais qui s'élanceront à la conquête des Indes orientales. Le XVIe siècle commence sur la création d'un empire, l'empire portugais, l'empire luso, l'Estado da Índia, qui va faire du Portugal la première puissance mondiale au XVIe siècle pour un des plus petits pays d'Europe. Ils vont envoyer des navires en Inde, principalement sur la côte est et côte ouest et sud-est, également dans l'archipel des Moluques où ils prendront Malacca en 1511, également ils feront le commerce à Batavia, futur Jakarta, également ils vont se rapprocher de l'Empire du Milieu, très renfermé à l'idée de voir apparaître des étrangers le long de ses côtes. Les Portugais ils vont envoyer l'ambassade de Tomé Pires qui sera massacré par l'empereur de Chine. Alors ils vont s'installer sur l'île de Formose, Taïwan, où ils vont aider les Chinois, alors qu'ils n'ont rien demandé, dans la lutte contre la piraterie. Devant la persistance des Portugais à vouloir s'implanter dans le commerce interasiatique, ils vont être autorisés par l'empereur à faire le commerce à Macao, au sud de Canton. Et également, milieu du XVIe siècle, vous allez avoir des navires portugais qui vont s'éloigner des côtes chinoises et s'échouer sur un pays mythique nommé par Marco Polo comme étant appelé Xipangu, c'est le Japon. Et alors les navires portugais vont commencer à créer un lien avec le royaume du soleil levant et commencer à faire le précieux commerce. Mais ça ne va pas durer très longtemps, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Ainsi, durant le XVIe siècle, toutes les précieuses marchandises autrefois transitées par les routes de la soie, qui vont continuer à exister et qui existent toujours d'une certaine manière aujourd'hui, vont être rapportées par les navires portugais pour être revendus à Lisbonne et dans les grandes capitales européennes, faisant du Portugal l'une des plus puissantes richesses d'Europe. D'ailleurs, le Manuel Ier, à ce moment-là, le roi du Portugal, début du XVIe siècle, sera nommé The Grocery King, le roi des marchandises, par François Ier, tellement il était riche, tellement il était puissant. Alors cependant, les Portugais ils vont revendre ces marchandises au cœur de l'Europe beaucoup plus cher qu'autrefois elles n'étaient vendues par les Italiens. Donc ça va commencer à grincer des dents en Europe. Et également, vous allez avoir deux choses finalement qui vont fragiliser et mettre fin à l'Empire portugais. Milieu du XVIe siècle, en 1555, suite à l'abdication de Charles Quint, ce sera Philippe II d'Espagne, via une union dynastique, en 1580, qui finira par prendre la couronne du Portugal.
Philippe II d'Espagne, il va préférer cesser l'investissement dans les Indes orientales, puisqu'il voit bien que la corruption règne partout. Les marins portugais, ils voulaient faire des voyages rapides, faire fortune, et retourner au Portugal, ils vont pas du tout faire fortune, d'accord? Ils seront payés qu'une misère. Et donc les marins sur place, ils préfèrent revendre les marchandises directement auprès des marchands musulmans sous le manteau. Donc on va revenir à la case départ. Et également, Philippe II d'Espagne va préférer développer le Brésil, avec notamment le développement des plantations de canne à sucre, de café, mais surtout celui du commerce triangulaire, celui des esclaves, qui rapportera beaucoup plus que celui des marchandises des Indes orientales, avec beaucoup moins de risques de la Guinée. Le commerce triangulaire va naître par l'initiative des Portugais, chose que les Français feront par la suite également. Les Français et les Anglais, excusez-moi, s'ils ne sont pas présents, c'est pour quelle raison à cette époque-là? Je vais arriver juste après. Nous, on va plutôt, les Français à cette époque-là, au XVIe siècle, on est plutôt ici. D'accord. Alors, à partir de là, également fin du XVIe siècle, nous allons être en pleine guerre de religion en Europe, les protestants contre les catholiques, et le pape, toujours allié aux puissances ibériques catholiques, eh bien, il va leur ordonner de fermer leur comptoir aux ennemis de la chrétienté en Europe. Et ainsi, Lisbonne sera interdite aux protestants, qui ne pourront plus acheter les précieuses marchandises auxquelles ils sont bien accoutumés. Et à ce moment-là, les pays protestants, eh bien, vous avez l'Angleterre et les Pays-Bas, les Néerlandais, qui ne peuvent plus acheter les précieuses marchandises. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire tout simplement? Eh bien, ils vont créer leur propre compagnie de commerce et lancer leur propre navire à la conquête des Indes orientales. Nous allons arriver au XVIIe siècle, et en 1600 sur la création de la East Indian Company, la très puissante compagnie anglaise créée par un pouvoir régalien, un pouvoir royal. Les Anglais ils vont principalement envoyer leurs navires en Inde, où d'ailleurs ils battront les Français au XVIIIe siècle pour finir par imposer leur impérialisme dans toute l'Inde. Et également au XIXe siècle, les Anglais ils vont faire une ingérence commerciale via l'opium au cœur de la Chine, la faisant imploser de l'intérieur durant les deux guerres de l'opium, finissant par imposer leur hégémonie dans toutes les Indes orientales. Au XIXe siècle, l'Angleterre sera la première puissance mondiale. Et n'oublions pas que la reine Victoria était l'impératrice des Indes. Et également, un peu plus tard, en 1602, sera la création de la VOC à Amsterdam, la Verenigde Oost-Indische Compagnie, compagnie néerlandaise des Indes orientales unifiées. C'est un rassemblement, cette fois-ci, de marchands d'Amsterdam, très puissants, très riches, qui vont rassembler leurs fortunes pour créer une compagnie rassemblée, unifiée, qui n'a qu'un seul but, massacrer les Portugais qui leur ont privé le commerce à Lisbonne. Les Néerlandais, ils sont déjà bien présents sur les mers du monde. Déjà au XVIe siècle, ils ont aidé les Portugais dans le développement de leur empire commercial et colonial, et la fermeture du port de Lisbonne est une véritable trahison pour eux. Ils vont armer des navires, armés jusqu'aux dents d'ailleurs aussi, et aller directement à l'assaut des ports portugais, les feitoras, dans les Indes orientales. En moins de 50 ans, les Portugais perdent 70% de leur comptoir. C'est la fin de l'Empire portugais. Les pionniers, certes, mais qui vont être remplacés véritablement par les Néerlandais, qui vont s'imposer au Cap, côte ouest de l'Inde et sud-est, également sur l'île de Ceylan, futur Sri Lanka, vous avez la cannelle, l'archipel des Moluques qui sera totalement sous la domination néerlandaise. Ils feront de Batavia leur capitale. Également, ils feront le commerce à Canton un peu plus tard, ici, et ils reprendront également le commerce avec le royaume du soleil levant, avec des conditions particulières. Et les Français dans tout ça, on va revenir un peu plus tard. En 1664 seulement, sous l'impulsion de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Armées et des Finances de Louis XIV, va décider de créer cette Compagnie des Indes qui a pour but, selon les dires de Colbert, de pourvoir au Royaume de France l'utilité des marchandises venues d'Extrême-Orient, mais également de créer une flotte pour rivaliser avec les Anglais et les Néerlandais qui commencent déjà à bien s'implanter dans les Indes orientales. Donc il y a un but commercial, politique, militaire, et si on arrive à conquérir des terres, c'est encore mieux finalement. D'accord ? Alors cette compagnie, elle va rassembler plein de corsaires privés qui sont déjà bien épars sur les mers du monde, comme les messieurs de Saint-Malo, les corsaires émérites qui n'ont plus rien à prouver depuis plus d'un siècle. Et donc on va les intégrer dans un premier temps. D'accord ? Cependant, pour armer les navires, on a besoin d'un port. Dans un premier temps, on va regarder vers le port du Havre, qui est un port qui existe déjà, sauf que c'est trop proche des côtes anglaises. Alors on va regarder une nouvelle destination après un repérage de 2 ans le long des côtes françaises. Le roi va porter son regard sur le sud de la Bretagne, dans le Morbihan,
vous avez finalement une citadelle qui est là finalement depuis la fin du XVIe siècle, développée par des Espagnols qui étaient venus jusqu'ici fin du XVIe siècle durant les guerres de religion, appelés par le duc de Mercœur qui s'était rebellé contre le roi de France. Ces Espagnols catholiques étaient venus jusqu'ici, ils ont construit plein de fortins d'ailleurs tout le long de la côte atlantique, et ils vont commencer à développer cette billetterie, vous avez passé tout à l'heure, la petite demi-lune, le grand pont et le donjon qui est au bout du grand pont qui est un donjon espagnol. Après les guerres de religion, on va gentiment leur dire de retourner chez eux. Et ce sera ensuite Jean-Jacques Corbineau, l'architecte militaire du roi, qui va développer cette citadelle dans les années à peu près 1620. C'est pas Vauban qui va développer cette citadelle, même si on retrouve ces bastions en forme de fleurs de lys, qui sont bien sujets à Vauban, et qui sera sa signature plus tard. D'ailleurs, Vauban, il détestait cette citadelle, surtout parce que c'est pas lui qui l'a fait. Devant l'argument de cette citadelle qui protège l'entrée de la rade du Scorff, eh bien ce sera l'argument parfait. Dans un premier temps, la Compagnie des Indes va se poser dans la citadelle de Port-Louis, également Port-Louis qui existe déjà de Louis XIII, mais trop à l'étroit. Eh bien on va regarder en face, et un repérage le 31 août 1666 de 7 hectares de marécages qui vont être achetés par le roi va être bien le début de cette nouvelle compagnie, mais qui ne s'appelle pas encore l'Orient. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, messieurs. Donc voilà pour l'introduction. Merci.